Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, encore un podcast Histoire. Et on va s'intéresser aujourd'hui à un personnage très connu dans l'histoire du Maroc. Les enfants le connaissent, les adultes le connaissent, les étrangers le connaissent, les voyageurs le connaissent puisqu'il a un aéroport à son nom. Le voyageur médiéval, Ibn Battuta. Et pour nous éclairer sur le parcours extraordinaire de ce personnage, nous avons devant nous le professeur Ahmed Taheri, à l'INSAP. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quand même un morceau. C'est un des rares, j'ai envie de dire, personnages qui soit comme ça imposé, dont le nom soit connu, qui ait un musée, dont les cartes circulent, enfin, dont les écrits circulent. Médiatiquement, c'est un succès, il s'est imposé. Il s'est imposé, effectivement. C'est un personnage. On aimerait bien que d'autres personnages soient aussi reconnus parce qu'ils ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'émergence et au développement de la civilisation marocaine. Et malheureusement, qui ne sont pas aussi bien connus qu'Ibn Battuta. D'accord. Ibn Battuta reste le personnage, la star, la grande star. C'est le grand voyageur. Il est considéré aussi comme un géographe parce que son livre recèle des informations très très importantes, voire des informations inédites, exceptionnelles, sur un certain nombre de régions, aussi bien en Afrique qu'en Asie. D'accord. Alors, on va le situer déjà dans le temps et dans l'espace. Il naît quand ? Alors, Ibn Battuta est né en 1304. C'est le début du XIVe siècle. C'est la période des Mérinides. C'est le rayonnement de la dynastie des Mérinides. C'est un Tangérois. Oui, bien sûr. C'est un Amazir, puisque d'après les sources historiques qui parlent de sa biographie, alors il donne peu d'informations, mais quand même il donne qu'il s'agit d'un certain Mohammed ibn Abdullah al-Wati. Donc, ça veut dire que sa tribu d'origine est le Wata, qui est en fait une tribu amazir. Znata, non ? Je pense que c'est des Znata. Et en même temps, ils disent que c'est un Tangérois, At-Tanji. Donc, Mohammed ibn Abdullah al-Wati, At-Tanji. Donc, l'origine tribale, c'est le Wata. Et puis, la résidence de ses parents, ou la descendance même, je pense, il est né à Tanger en 1304. C'est un fakir, parce que, toujours d'après les mêmes sources, ils disent en fait qu'il a appris le Coran très jeune. C'est quelqu'un dans la famille, aussi une famille de lettrés, parce qu'il y a un autre membre de sa famille qui était installé à Grenade. Et d'ailleurs, son premier voyage a été effectué à Grenade. Et donc, il va à un âge, disons, précoce, pour notre époque, donc à l'âge de presque 21 ans, il décide de partir à la Mecque pour faire le pèlerinage. Et son voyage va durer presque 29 ans. C'est un voyage, 29 ans, oui, 29 ans. D'après des calculs avancés par les chercheurs qui se sont intéressés à Ibn Battuta et à ses voyages, il a parcouru 120 000 kilomètres environ. D'accord, ça c'est le voyage qui, à la base, est un voyage de pèlerinage. De pèlerinage. Donc c'est le Hajj. Oui, exactement. Bon. Comme tous les Marocains. Et la chose intéressante, c'est qu'il écrit ça. Alors, il ne va pas l'écrire. Ah, il va écrire après. Ah, d'accord. C'est après. D'accord. C'est après. Donc restons sur le Hajj. Voilà. Donc il prend la route de l'Est avec une caravane. Exactement. Et il va le Hajj. Exactement. Mais comme beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe pour que le voyage se transforme ? Objectivement, nous n'avons aucune idée. Objectivement. Parce qu'il ne le dit pas. Lui, il dit il part à la Mecque pour accomplir, comme n'importe quel musulman, le pèlerinage. Quelque chose qui était pratiqué par les Marocains depuis l'islamisation du Maroc. Donc, et bien sûr, il va suivre, il va faire comme les autres, en fait, c'est d'accompagner les caravanes jusqu'à arriver à la Mecque.
On sait une chose quand même, c'est que plusieurs Marocains, dans la littérature historique, ou à partir des données de la littérature historique, que ces Marocains, quand ils partaient pour accomplir le pèlerinage, ils vont faire aussi du commerce, où ils vont en profiter pour suivre une formation, en fait, pour parfaire leurs connaissances dans les sciences religieuses. D'accord. D'accord ? Nous avons des exemples, par exemple, quand on visite Alexandrie, Le Caire, Jérusalem, Bagdad, nous avons des Marocains qui se sont installés dans ces villes où il y avait de grands savants, tout simplement, dans le but de parfaire leurs connaissances tout simplement scientifiques, disons-le. Nous avons le fameux exemple de Mehdi ibn Tumart, qui va décider de partir à Bagdad, et il va rencontrer, d'après les sources, le Ghazali, etc. Donc, et il revient avec des super pouvoirs. D'accord. Donc, Ibn Battuta va partir pour accomplir le pèlerinage. Il va prendre la route nord, c'est-à-dire celle qui part de Fès, de Tanger, donc arrivant à Fès vers Tlemcen et puis Béjaïa, etc. D'ailleurs, il donne des étapes. C'est pour ça qu'on le qualifie de géographe, parce qu'il va en profiter, il va observer. Il était très attentif aux traditions, aux coutumes, et donc il va nous décrire les régions par lesquelles il va passer. Il va nous décrire les pouvoirs en place. Il va nous donner des informations sur les Ayanides, les Banu Abdelwahid qui étaient installés en Algérie actuelle. Il va nous donner des informations sur les Hafsides, donc l'accueil des Hafsides qui est la dynastie, l'une des dynasties héritières des Almohades, donc installée une branche almohade. Almohade, installée à partir du début du XIIIe siècle en Tunisie. Elle débarque en Égypte. Et aussi, il va nous donner des informations sur le Mahmal, par exemple, qui est le cortège, en fait. Le cortège du Hajj, à partir d'Alexandrie, comment on organise le départ à partir aussi d'Alexandrie, etc. Donc, c'est un géographe. On peut le dire aussi, c'est un ethnographe. Un ethnographe dans le sens du terme au début du XXe siècle. Donc, c'est un précurseur. Et c'est un journaliste aussi, presque, on a envie de dire. Un reporter, voilà. On a presque envie de dire un reporter. Un reporter. Parce qu'il met des détails humains sur comment on l'a reçu, comment il mange, comment il... Tout à fait. Mais ça, si j'ai bien compris, ça, il l'écrit pas pendant le voyage, il l'écrit au retour. Alors, il va pas l'écrire, puisque son voyage va durer, comme j'ai dit tout à l'heure, presque 29 ans. Et au cours de ce voyage, donc il sera amené à faire le premier pèlerinage. Donc il va arriver en fin de compte à la Mecque, il va accomplir le premier pèlerinage. Et après, donc il décide de partir de l'autre côté, donc aller vers le monde asiatique, vers le monde perse. Puis il descend vers le Yémen. Après, il va faire un deuxième pèlerinage, puisque d'après les sources, il a accompli 4 fois le pèlerinage. Oui. Et donc, ce qu'on va remarquer dans son voyage, c'est qu'à chaque fois, il part dans une direction. Et il revient le Hajj. Et il revient pour accomplir le pèlerinage. Et quelques mois après, il repart une deuxième fois, voire une troisième fois, une quatrième fois, vers d'autres contrées. Ce qui va lui permettre, en fait, d'arriver vers des régions qui n'ont jamais été visitées par un Marocain auparavant, d'après nos connaissances. Il va atteindre le sud-est de la Chine actuelle. Il va visiter une grande partie de l'Anatolie, la Turquie actuelle. Il va accomplir ou il va organiser un autre voyage qui va passer par le pays d'Oman, vers le Yémen, et puis il va traverser la mer Rouge pour se retrouver en fait dans l'Éthiopie actuelle, et puis il va longer la côte orientale de l'Afrique pour atteindre le nord du Kenya actuel. D'accord ? Il va arriver à Zanzibar, non ? Il arrive à Zanzibar. Alors, il y a des chercheurs qui disent en fait qu'il n'est pas arrivé à Zanzibar, mais d'après les descriptions, il a atteint toutes ces régions, puisqu'il y a des informations sur, d'ailleurs, une des choses très intéressantes, c'est le fait qu'à un certain moment, dans l'une des régions de l'Inde, il va être nommé en fait juge. Donc, il arrive, une population musulmane, ils vont le désigner comme juge, il va passer un certain temps. Et on voit en fait qu'à partir de ces expériences et de ces données, que Ibn Battuta n'était pas attiré par l'argent, Ibn Battuta n'était pas attiré par le commerce, parce qu'à chaque fois,
Après avoir passé quelques mois, quelques années dans une région, il va prendre la décision de repartir une deuxième fois. Donc c'est quelqu'un qui était fasciné par la découverte, par l'exploration. Ouais, c'est un explorateur. Il était très attiré par ça. Et je pense personnellement que c'était la raison qui lui a permis en fait de faire un aussi long voyage qui va lui permettre en fait de découvrir toute la partie nord-africaine et puis la côte orientale de l'Afrique jusqu'au Kenya. Et puis il va passer par l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde et puis le sud-est Oui, c'est-à-dire qu'il atteint la de limite. la Chine. Alors, je vais décrire un peu ce que je vois sur la carte. Alors, il y a effectivement le voyage maghrébin classique jusqu'au Caire et à la péninsule arabique, à la Mecque. Donc, ça, c'est du classique, c'est tous les pèlerins. Il y a l'exploration de la côte africaine, vous en avez parlé, avec Mogadiscio, Zanzibar, voilà, etc. Il y a le voyage de fou, c'est-à-dire celui qui va l'emmener jusqu'à Guangzhou, c'est-à-dire qui va traverser le sud-est, c'est-à-dire l'équivalent de la Thaïlande, du Laos, du Vietnam, etc. Et puis, il y a aussi ce voyage qui est un peu moins connu, qui passe par l'Europe centrale avec Constantinople, traverser l'Anatolie, passer pas loin de la Bulgarie, de Kiev, et descendre vers New Delhi, enfin Delhi plutôt, Calcutta, etc. Alors, il y a deux choses que j'ai envie de dire. Donc, c'est des... Moi, je me pose la question déjà sur les ressources, sur comment on vit, quoi. Enfin, comment on finance des expéditions pareilles. D'où peut-être cette histoire de revenir sans arrêt à la Mecque. Peut-être c'est un commerçant en parallèle. Enfin, je sais pas comment il organise son budget, mais je suis obligé de poser la question de comment il vit, de quoi il vit, quoi. Certainement, il a fait du commerce. Mais comme j'ai dit que c'est pas quelqu'un qui était attiré par le commerce, c'était pas un homme d'affaires de l'époque, entre guillemets. Mais c'était quelqu'un qui faisait du commerce en fait pour pouvoir financer juste ses voyages. Déplacement. Donc, un déplacement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons à partir des données rapportées aussi bien dans sa rihla, qui va être écrite À son retour. à son retour à Fès. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose sur laquelle, malheureusement, on ne revient pas assez souvent dans nos manuels, dans notre éducation. C'est le fait quand même de pouvoir voyager sur 3 continents sans être dérangé, sans être... C'est ma question aussi. Voilà, c'est... Sécurité, on parle de sécurité. Sécurité, et en même temps, ça montre en fait le degré... Bon, il y avait des guerres entre des armées, entre des puissances, des pouvoirs. On ne peut pas faire ça aujourd'hui, pour être concret. Ça aujourd'hui, Très difficile. dans le monde de 2023, entre les frontières, les visas, il y a beaucoup de guerres là. Oui. Donc je ne sais pas, est-ce il parlait bien, est-ce qu'il savait se dépêtrer des situations, parce que il y a un certain talent pour faire ça. Donc Exactement. et le faire en forme, c'est-à-dire il n'a pas été ni emprisonné, ni molesté, ni menacé, ni rien. Au contraire, il raconte dans sa rihla en fait qu'il a été bien accueilli, que parfois donc il était invité en tant que notable, etc., bien traité. Il a eu des dons d'un certain nombre de personnages, aussi bien en Algérie qu'en Ifriqiya et ailleurs. Elle débarque à Mogadiscio, en Somalie actuelle. Elle était sur un navire de commerçants, donc il décrit un peu le pays, il décrit aussi les traditions, la nourriture est-africaine. Il parle en fait d'un accueil et d'une générosité de la population, et donc ce qui lui a permis en fait de mener tous ces voyages. Alors, juste une chose, c'est que les 5 voyages en fait que vous avez sur la carte, qui sont maintenant dégagés par les différents chercheurs qui ont travaillé sur son voyage, ont permis aussi, et ça c'est très intéressant, de nous fournir, quand il a fait le voyage entre 1327 et 1330, il va faire le voyage vers la côte africaine. Et vous savez que nous avons le plus ancien texte qui décrit ces côtes africaines. C'est le sien. C'est le sien. C'est celui d'Ibn Battuta. Nous avons aussi, lors d'un autre voyage, parce qu'il va rentrer à Fès, et puis il va entamer un autre voyage vers le pays du Sahel. Les pays du Sahel. Ça, c'est la deuxième mission, ça. Ah, donc là, on dit que c'est une mission officielle. Diplomatique. Diplomatique. Mais on va rester sur le premier voyage. Oui. On va rester sur le premier voyage. J'ai une question. Il est dans ces pays-là plutôt musulmans. Est-ce qu'il se promène uniquement dans des zones musulmanes ou il est sorti de ça? Non. Voilà, il est sorti de ça, j'ai l'impression. Il est sorti d'ailleurs dans... Quand on est à Astrakhan, je ne sais pas si c'est... Ah oui, dans sa rihla, aussi bien dans la région de Kanzhou, dans la partie chinoise. À Guangzhou, je vois. Et Guangzhou. Il y a les deux Guangzhou. localités qu'il a visitées vers 1346.
il décrit des pratiques non musulmanes. Quand il est même l'Est africain, dans la partie éthiopienne, il a longé la côte ouest de la mer Rouge. Il était dans le pays des Mamelouks, mais il va passer par l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, on le sait bien, il y a la partie nord qui était chrétienne, d'ailleurs même actuellement il y a une population chrétienne, et il y a une population musulmane dans la partie sud et sud-ouest. D'accord ? Et il décrit en fait les relations entre ces deux groupes qui appartiennent à la même région. D'accord. D'après les informations qu'il a compilées ou qu'il a racontées à la personne qui va se charger de la rédaction de sa rihla, il ne parle jamais en fait de problème avec des populations non musulmanes. Et donc je reviens à cette question, c'est que, il a fait des voyages estimés à 120 000 km, il a traversé des pays de cultures différentes, de religions différentes, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire actuellement, malheureusement. Alors que lui l'a fait, et il a été même bien accueilli, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, en arrivant dans la région de Delhi, il va être nommé à un certain moment, je pense que c'était pour 6 mois ou 7 mois, et il va devenir le qadi, en fait, le juge, le doul, d'une... Donc en fait, un de ses capitaux, enfin un de ses armes, de ses compétences, c'est sa maîtrise de le fiqh, qui va, en pays musulman bien sûr, lui permettre d'avoir des positions un peu de prestige ou des positions légales, quoi. Il va exercer ça. C'est un érudit, disons-le, c'est un érudit, donc il avait une certaine... Bien sûr, au cours des voyages, il se marie, divorce, il va se marier à plusieurs reprises, il va avoir même, il parle, en fait, il a eu des concubines, etc., donc... mais nous n'avons aucune idée, en fait, sur sa descendance. Donc il y a peut-être des enfants, en Chine, au Tibet, à Delhi. C'est possible. En Bulgarie. C'est possible, c'est possible. Alors quand il revient, il est accueilli à la cour mérinide, et on va comprendre qu'il faut lui demander de raconter tout ça, c'est ça ? Alors, avant de raconter tout ça, Abou Aynan, il va le charger d'une mission diplomatique pour aller au sud du Sahara, dans le pays du Mali, Tombouctou. Donc on est d'accord, le Nobutata qui part, il n'a aucune fonction officielle. Non. C'est un voyageur. Non, c'est un voyageur. Et celui qui revient va être utilisé par l'administration mérinide comme une sorte d'ambassadeur. Voilà. Exactement. Donc il est nommé, quoi. Il est nommé. Voilà, il est chargé d'une mission, en fait. Voilà. Donc il va faire un voyage, donc, mais en fait, il était chargé d'une mission, disons-le, en tant qu'envoyé spécial du sultan. Et donc il va faire ce voyage qui va durer presque 2 ans. Alors il part vers le sud, la nouvelle zone. Ouais. Entre 1352 et 1354, c'est en pleine règne d'Abou Aynan. Et là, il nous donne encore une autre description de ces pays où le Mali, donc avec l'empire du Mali, les pays du Sahel, les grandes villes en fait du pays du Soudan, des sources historiques, Bilad Soudan. Il va donner des informations et donner sur le roi Mansa Moussa, qui était l'un des hommes les plus riches de l'Afrique, puisque, il l'a vu il l'a vu, oui. C'est lui qui est parti, le Hajj, qui avait des tonnes d'or, des kilos d'or avec lui. Exactement. Donc, il va rencontrer Mansa Moussa, il va visiter Djenné, la grande ville de Djenné, il va visiter aussi Tombouctou, donc une autre grande capitale au sud du Sahara, et il va nous décrire, il va nous donner des informations très importantes sur la population, sur l'économie, sur la religion de la région, mais en même temps, il va nous donner des informations sur les caravanes et comment on organisait l'arrivée et le départ des caravanes. Par exemple, il nous parle par exemple de quelque chose qu'on appelle takshif. Takshif, c'est-à-dire que les caravanes, avant d'arriver donc à Tombouctou ou à Djenné, donc ils vont envoyer des émissaires, d'accord, pour prévenir la ville comme quoi la caravane ou les caravanes qui arrivent de Sijil Massa ou d'ailleurs, donc ils vont être à Tombouctou dans 1 semaine, 15 jours. Donc ça d'une part. D'autre part, ces émissaires, ils vont se charger en fait de préparer l'accueil, la réception, en fait, les lieux où vont s'installer par exemple, c'est comme un agent, en fait, c'est comme une agence, c'est le travail d'une agence qui va s'occuper, en fait, de préparer le fondouk où va s'installer, par exemple, les marchands, en même temps où on va stocker les marchandises, où on va vendre, etc. Donc, c'est ce qu'il appelle l'approvisionnement aussi, non ? C'est-à-dire de quoi ils ont besoin Pas l'approvisionnement, mais essentiellement l'hébergement. C'est ça, l'hébergement et en même temps le dépôt, en fait, des marchandises, parce qu'ils débarquent avec des marchandises qu'ils vont essayer de vendre pour se procurer
les marchandises qui sont en abondance dans la région, essentiellement le Tibr, c'est-à-dire l'or, pour prendre la direction du nord. D'accord. Et donc, en rentrant de ce voyage, Ibn Battuta va s'installer une deuxième fois dans le palais mérinide. Et bien sûr, ce sera l'occasion de raconter, Le premier et le deuxième voyage. voilà, de raconter en présence du souverain ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu au cours de ces longs voyages, aussi bien en Afrique qu'en Asie et en Europe de l'Est. Donc en fait, c'est des souvenirs qui sont racontés parfois 30 ans après, quoi. Exactement. Et en fait, Ibn Battuta, il n'écrit pas, il dicte, enfin il raconte. Il raconte. Et il y a quoi? Il y a une sorte de secrétaire de rédaction, comment on peut Non, l'appeler? d'après les études qui ont été consacrées aux grands voyageurs, bien sûr, à partir de l'analyse des informations rapportées par les historiens, Abu Aynan est fasciné par les histoires racontées par Ibn Battuta, et il va demander à l'un de ses secrétaires, qui s'appelle Ibn Juzay, de noter ça. voilà, donc de consacrer du temps. Donc il va devenir en fait le secrétaire, il va charger Ibn Battuta de raconter les histoires, et donc Ibn Juzay va s'occuper en fait de compiler les histoires, les récits, les descriptions, etc. Pendant des semaines ou des mois, je sais pas combien. Certainement. Donc en fait, Ibn certainement. Battuta n'a pas écrit, il a raconté. Il a raconté, oui. Alors, non, il faut déjà, quand vous racontez ça, je m'imagine le sultan Abu Aynan. Alors on est dans un monde où les soirées sont longues, j'imagine. Et il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc quelqu'un qui vous raconte comment ça se passe en Chine, vous avez envie de l'écouter. En plus, je suis convaincu que, à mon avis, c'est un type qui doit être très très sympathique ou être qui sait se faire accepter. Parce que pour traverser comme ça les cultures, il faut être, à mon avis, fascinant, intéressant, intelligent. Oui. Et donc même dans la cour du sultan, il a dû manifester ses qualités pour se faire encore une fois accepter et devenir diplomate ou bien qu'on recueille ses souvenirs, quoi. C'est pas un personnage ordinaire, hein. C'est pas l'explorateur version européenne qui, au mépris du danger, va s'enfoncer dans la savane par la puissance de son courage. À mon avis, on est plus dans le personnage intelligent, subtil, qui comprend les situations, qui se fait accepter de partout, qui arrive à comprendre les codes très vite. À mon avis, c'est comme ça que je le vois, hein. C'est comme ça que je Non, vous l'imagine. avez tout à fait raison. De toute façon, en lisant aussi bien les travaux qui ont été consacrés à Ibn Battuta et en lisant aussi sa rihla, c'est vrai qu'une personne ordinaire n'aurait jamais pu réussir une telle aventure. C'est une grande aventure. Mais quelle est la crédibilité qu'on peut donner à un récit qui est écrit 30 ans après? Parce que je sais qu'il y a énormément, alors on pose la question de la crédibilité du voyage, il y a des gens qui contestent des bouts de voyage. Alors il y a un côté aussi un peu patriotique, parce qu'il y a la concurrence avec Marco Polo, le Vénitien. Oui. Est-ce que ce voyage est avéré? Que dit la science là-dessus? Parce que je sais qu'il y a eu des mouvements de contestation par rapport à la crédibilité de ce qu'il raconte. Où en est aujourd'hui la communauté des historiens? Est-ce qu'elle crédite Ibn Battuta ou elle doute de Ibn Battuta? Il y a des personnes qui doutent d'un certain nombre des bouts de voyage. Donc des bouts de voyage, par exemple, la partie qui pose vraiment problème, c'est une partie qui concerne quelques trajets, des petits itinéraires en fait au niveau du continent, disons, pas indien, mais plutôt la partie est, vraiment en face du Japon. En fait. C'est ça, c'est-à-dire parce que je vois là, la partie contestée, c'est entre Hangzhou et Kambalik. Et Kambalik, exactement, voilà, vers le nord. Qui est là, on est en face du Japon. Là. C'est en direction de la Sibérie, quoi. Donc vraiment de la Mongolie aussi. Hein. Mais c'est très petit par rapport au total. Hein. Exactement. On est en train de parler de 1000 km sur 120 000. Hein. Sur 120 000. Et pourquoi il est contesté? C'est-à-dire qu'on se demande s'il est vraiment parti ou il a juste récupéré les infos ou bien... Voilà, les informations, ils sont un peu floues, quoi, hein, pas assez claires, disons, pas assez précises. Par contre, maintenant, pour les personnes qui osent en fait remettre en question ces voyages, il suffit de lire en fait sa rihla. Ah oui, elle est disponible, hein, c'est facile. Hein, c'est pas un texte obscur et agréable. Exactement, c'est un récit où nous avons des informations très précises sur vraiment des traditions locales, même la manière de table, par exemple, quand il décrit un peu l'accueil des gens de Mogadiscio, par exemple. Il rentre dans le menu, je crois. Voilà, exactement. Ça aussi, c'est très intéressant. Quand il décrit un peu ce qu'il a vu en Anatolie, quand il décrit ce qu'il a vu à Alexandrie, ce sont des faits, ce sont des réalités. Et donc,
remettre l'ensemble des informations qu'il a compilées, qu'il a racontées à son secrétaire, entre guillemets, c'est pas fondé, quoi, c'est pas logique. Non, alors, sur le texte, il est disponible. Traduit, Bien sûr. plusieurs langues, Ouais. Alors, oui, y compris le chinois. Aujourd'hui. Aujourd'hui, la Rihla d'Ibn Battuta, d'ailleurs, le titre de sa Rihla, c'est extraordinaire, même le titre, Tuhfat an-Nuddar fi ghara'ibi al-Amsar, donc les étrangetés. Voilà, les particularités des pays, des contrées, wa ajaib al-Asfar, donc les merveilles des voyages. Ce que j'adore, moi, c'est leurs titres, ils sont toujours des rimes. C'est à l'époque, il faut avoir un titre qui rime. Ouais. Redites-nous le titre, Koulou. Alors, c'est magnifique. Tuhfat an-Nuddar fi ghara'ibi al-Amsar wa ajaib al-Asfar. Donc, alors, il parle Tuhfat an-Nuddar, donc les observateurs. Donc, à partir du titre, il insiste sur des choses vraiment que nous allons trouver dans le contenu de sa rihla. C'est an-Nuddar, donc les observateurs, ceux qui ont comment on peut dire ça, quelqu'un qui observe bien, qui est très attentif en fait. C'est pas quelqu'un qui voit... Non, qui cherche à comprendre, qui a un regard un peu spécial. C'est comme un analyste, enfin, c'est pas juste... ouais, tout à fait. C'est-à-dire j'essaie d'aller... je passe pas vite sur les choses, quoi. Voilà, et puis donc, Gharaib al-Amsar, donc les coutumes, les traditions un peu étranges des... Gharaib étant évidemment par rapport à son contexte à lui, c'est-à-dire qu'est-ce que lui semble étrange, quoi. Ça, c'est le côté, disons, ethnographique. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle... En tant que Marocain, qu'est-ce qui me semble gharib, c'est-à-dire étranger, bizarre. Ouais. On dit que Ibn Khaldoun est le premier sociologue. Moi, je dirais honnêtement que Ibn Battuta est le premier ethnologue, dans le sens de l'ethnologie de la fin du 19e, ou début le premier 20e siècle. C'est vraiment l'ethnographe qui décrit en fait qu'il est par les choses qu'il voit un peu étranges, il est fasciné par les particularités des pays. Et puis, Ajaib al-Asfar, c'est-à-dire les merveilles des voyages. Ben là, on a aussi l'explication de sa motivation. Peut-être il est curieux, tout simplement. Voilà, c'est quelqu'un, quand on parle de Ajaib al-Asfar, c'est-à-dire tu es la découverte, tes merveilles, peut-être la stimulation aussi intellectuelle, parce que c'est une addiction aussi d'être sans arrêt en train de chercher des nouvelles choses plutôt que d'être dans la même... Parce qu'il y a des gens qui aiment leur zone de confort. Il peut rester à Tanger, faire à peu près ce qu'a fait son père, je sais pas. Et il peut être ailleurs et avoir le frisson de la découverte. C'est ce qu'il a choisi, la deuxième version. Et c'est fascinant, je trouve, à quel point un humain, à quel point on a peu de gens comme ça dans l'histoire du Maroc. On connaît le nom, le prénom, le travail, la vie, le parcours. Et c'est dommage parce que regardez tout ce qu'on sort de ce simple voyage. C'est-à-dire que on peut travailler des années avec les descriptions qu'a fait quelqu'un en 1320. Ben jusqu'à maintenant, d'ailleurs, l'une des plus récentes traductions, c'est la traduction chinoise, et il faut le dire qu'une grande partie de la Rihla, ou plutôt les passages qui concernent en fait cette zone asiatique, elle est intégrée dans les manuels scolaires chinois. Et même au niveau des universités, il y a des chercheurs maintenant qui travaillent sur les passages et sur les récits d'Ibn Battuta. Alors moi, j'aimerais aussi dire une chose. Ibn Battuta, c'est un voyageur, fort probablement attiré par le voyage. Mais c'est quelqu'un aussi, et ça c'est l'une des particularités sur laquelle il faudrait revenir à mon avis, à laquelle il faut s'intéresser, c'est un novateur. Dans la mesure où nous avons des voyageurs, la Rihla, les géographes dans le monde musulman, ils sont une centaine, qui étaient intéressés par le voyage et en même temps la description des pays et des itinéraires. Nous avons par exemple Al-Bakri, qui est un géographe andalou, installé à Cordoue, bien sûr, qui va rencontrer des voyageurs, des commerçants qui traversent le détroit. Il va accéder aux archives de Cordoue. Il va écrire Al-Masalik ou Al-Mamalik, les itinéraires et les royaumes. Oui. D'accord ? Qui est malheureusement en partie perdu. Et nous avons uniquement une partie qui est consacrée à l'Afrique septentrionale, qui a été publiée sous le titre « Description de l'Afrique septentrionale ». Nous avons un autre géographe qui est très connu, qui est Ibn Hawqal, qui a effectué avant le Bakri un voyage. Là, il a effectué un voyage en fait. Et il va faire un voyage de l'Égypte vers le Maroc. Il va traverser la région, ce qu'on appelait à l'époque
Al-Gharb al-Islami, c'est par rapport à l'ouest du Nil, donc il était considéré comme une région Al-Gharb al-Islami. Et il va compiler Surat al-Ard, configuration de la terre, où il va rapporter des informations sur les régions qu'il a visitées, sur les contrées, sur les populations. Mais c'est un géographe, c'est dans le sens de géographe, comme les Yaqoubi, comme le Maqdisi, comme d'autres. Donc il y a Ibn Khordad, donc il y a des dizaines de géographes. Et ils ont suivi la même méthode, c'est-à-dire d'écrire les itinéraires. Et puis quand il débarque dans une localité, un petit village ou une ville, donc il va donner des informations d'une façon générale sur la ville, sur le commerce, sur l'économie, sur la population, les produits, etc. Alors qu'ici, nous sommes devant quelqu'un, bon, déjà, il part pendant 30 ans, 29 ans, 30 ans, il va faire les 5 voyages, il rentre, il ne va pas compiler, mais il va commencer à raconter. Et il va insister sur des choses qui l'ont émerveillé en fait, parce qu'il ne donne pas toutes les localités, il ne va pas décrire toutes les régions, mais il va décrire un certain nombre d'endroits où il a vu des choses qui... Est-ce que c'était une façon en fait d'attirer le sultan et son entourage quand il racontait, donc il fallait un peu... essayer d'être un peu fantaisiste, mais en même temps raconter des histoires... captivantes. Mais dans ce sens, il est novateur, en fait. Façon de décrire, en fait, les pays qu'il a visités. C'est-à-dire, les itinéraires qu'il a suivis, quoi. À mon avis, je devais avoir raison. Parce qu'en fait, peut-être il s'est fait accueillir par les notables des villes en racontant ce qu'il y avait chez les voisins. C'est possible, ça aussi. En disant, voilà comment les gens qui sont à côté de vous vivent, et ça peut être intéressant. Donc, dernier point, ce livre, Rihla. Ouais. Quel va être son sort? C'est-à-dire, il va l'écrire, lui, il va mourir à Fès, c'est ça? Alors, non, il ne va pas mourir à Fès. Donc, il va raconter à Ibn Juzay, qui est un poète érudit qui était au service d'Abou Aynan. Donc, il va exécuter en fait l'ordre du sultan. Il va raconter à Ibn Juzay. Ibn Juzay va compiler la Rihla. Et puis, Ibn Battuta, il va s'installer à Marrakech. Ah, d'accord. Il meurt à Marrakech, où il a passé la dernière partie de sa vie, tout simplement. Est-ce qu'on a une idée sur le sort de cette rihla? Donc, une fois que ça a été fait, est-ce qu'il a été distribué? Est-ce qu'il a été recopié? Bon, en tout cas, il est arrivé jusqu'à nous, c'est déjà pas commun. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on a perdues en cours de route, celle-là, on l'a gardée. Mais elle a été conservée comment? Elle a été conservée dans la cour? Est-ce qu'elle a été copiée? Est-ce qu'elle a été diffusée? C'est une archive? Est-ce que j'ai du mal à voir le circuit? Il y a plusieurs copies. Ouais. Ça se voit en fait que la compilation a eu du succès à tel point qu'il a été recopié. Voilà, réédité. On le sait. On le sait à partir des sources, par exemple, que depuis l'époque idrissite à Fès, il y avait des copistes. Bien sûr. Dont la fonction principale, c'est de copier des livres et donc de les revendre. Donc il a été recopié. Les chercheurs qui ont travaillé sur la Rihla, ils arrivent à avoir une copie à Istanbul, comme ils arrivent à avoir une copie datant d'une autre époque, toujours manuscrite dans la Bibliothèque nationale de Paris ou ailleurs. Ah, donc il a été diffusé. Ici, par exemple, au Maroc, la Bibliothèque Qarawiyyin. Donc, c'est un livre qui a été recopié à plusieurs reprises. Alors, il a été conservé aussi parce que c'est un livre qui a été certainement aussi offert au sultan d'Abou Aynan. Offert à Abou Aynan, et donc là, Abou Aynan, c'est un érudit, disons-le, c'est quelqu'un quand même qui s'intéresse beaucoup à... D'ailleurs, il a achevé un certain nombre de médersas d'époque mérinide, et en même temps, il a construit d'autres médersas, et il était entouré d'un certain nombre d'érudits. Donc ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est qu'Abou Aynan, il a fondé des bibliothèques. N'oublions pas que le noyau de la bibliothèque actuelle de la Qarawiyyin, c'est les 2 bibliothèques fondées à l'intérieur de la Qarawiyyin, à l'intérieur de la mosquée par Abou Aynan. Et nous avons 2 inscriptions à l'intérieur de la Qarawiyyin qui attestent en fait que Abou Aynan, il a aménagé un espace appelé bibliothèque pour les livres. Et puis un deuxième espace au niveau, juste à côté du mihrab, avec une autre inscription comme quoi c'est une bibliothèque dédiée aux livres, qui sont des habous, bien sûr, d'accord, pour aussi bien les étudiants que pour les érudits, etc., qui fréquentent la mosquée. Donc, le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, cette période, disons-le, du XIVe siècle, de l'époque mérinide, c'est une époque où la production scientifique, d'une façon, entre guillemets, d'une façon générale, a connu une apogée.
L'apogée, exactement. Parce que c'est là où on a Ibn Khaldoun, nous avons le fameux Ibn Abi Zar, nous avons le Jizna'i, nous avons Ibn Idari. Donc nous avons des historiens, nous avons des géographes, nous avons toutes les disciplines. Nous avons des livres qui ont été écrits, qui ont été compilés à cette époque, qui est vraiment l'époque de la production littéraire et scientifique. Et d'ailleurs, il y a une chercheuse, Maya Schazmeler, qui a consacré tout un livre à la production, rien qu'à la production historiographique, à l'époque des Mérinides. Et la relation en fait, entre cette production, le mécénat culturel et en même temps, bien sûr, la légitimité politique des Mérinides. Donc. Bien sûr. Et bien, merci beaucoup. Donc cette rihla fait partie de ce moment de production littéraire, et j'ai envie de dire d'apogée intellectuelle, où ce sultan Abou Haïnel était conscient qu'il fallait compiler et conserver, stocker et transmettre par écrit les choses qui étaient jusque-là verbales. C'est bien ça. Tout à fait. Et merci beaucoup pour ce podcast, les amis. Vous en savez plus sur le formidable voyage de l'explorateur numéro 1 de notre pays, Ibn Battuta. Merci à vous. Merci. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.